Alors que je faisais mes courses, une inconnue s'est précipitée sur moi en hurlant « Vous élevez mes enfants qu'on m'a enlevés !» Je suis resté figé, ma boîte de céréales à la main, tandis que ses ongles s'enfonçaient dans mon bras à travers ma veste, au point de me faire mal. Elle était si près que je sentais sur son souffle l'odeur âcre de tabac mêlée à une tristesse désespérée. « Quoi? Non, ce sont mes filles !» ai-je répliqué en tâchant de garder mon calme, alors que mon cœur battait la chamade. Elle m'a encore rapproché d'elle, criant de plus belle « Mia, Olivia, c'est maman! Dites à cet homme de vous laisser partir !» D'un coup, j'ai senti un frisson glacé me traverser. Elles connaissaient leurs prénoms, Mia et Olivia, exactement. Mia la fixait, effarée, et Olivia s'est mise à pleurer. J'ai tenté de me dégager, mais l'autre main de la femme agrippait mon caddie, me bloquant le passage. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais lâchez-moi immédiatement !» ai-je lancé, bien que ma voix trahissait mon trouble. Autour de nous, des clients commençaient à se rapprocher, et j'ai entendu quelqu'un prévenir la police. Un homme âgé, casquette vissée sur la tête, attendait d'intervenir, mais elle l'a écarté d'un geste sans même le regarder. « Regardez-les !» a-t-elle crié, désignant mes filles, la main tremblante. Ma Mia aux cheveux blonds, avec sa tache de naissance sur la cheville gauche. Mon Olivia, avec ses boucles brunes et sa cicatrice au-dessus du sourcil, celle qu'elle s'est faite en tombant de la table allongée. Mon sang s'est glacé. Mia a bien cette tache de naissance. Et Olivia la fameuse petite cicatrice que Vanessa m'a raconté être le résultat d'une mauvaise chute contre les barreaux de son lit quand elle était bébé. Comment pouvait-elle tout savoir? La sécurité arrive, a annoncé un jeune employé derrière moi. Mais la femme n'en avait cure. Elle fondait en larmes, mascara dégoulinant sur les joues, hoquetant. Je les ai déclarées disparues il y a 3 ans. On m'a dit qu'elle s'était probablement noyée dans le lac, mais je n'y ai jamais cru. On me les a volées. Je le savais. Sa main s'est tendue vers Mia, qui, épouvantée, s'est repliée dans le chariot en pleurant. Instinctivement, je me suis interposé, les mains levées pour la tenir à distance. « Écoutez, vous faites erreur », ai-je tenté d'expliquer. Ma femme a accouché de ses 2 filles. J'étais là, nous avons tous les papiers, les certificats de naissance, les dossiers de l'hôpital, tout. Mais la femme s'est mise à rire d'un rire étranglé qui m'a glacé le sang. « Votre femme » a-t-elle répété d'une voix lourde de sens. Où est-elle en ce moment? J'ai hésité. Vanessa était restée à la maison, fatiguée. Elle m'avait demandé de faire les courses avec les enfants. « Elle est à la maison » ai-je soufflé, regrettant aussitôt mon ton un peu sec. « À la maison » a-t-elle repris, ironique, comme si cela confirmait ce qu'elle pensait. « Parions que c'est elle qui vous a soufflé ces prénoms, Mia et Olivia. Je suis sûr qu'elle connaît aussi tous les détails sur leurs marques et leurs cicatrices. » À cet instant, la sécurité a surgi. 2 jeunes, à peine plus âgés que le petit employé, se sont placés de chaque côté de la femme et ont essayé de comprendre la situation. Aussitôt, elle s'est retournée vers eux. « Cet homme a enlevé mes filles il y a 3 ans, je veux qu'on me les rende !» L'un des vigiles m'a toisé, partagé entre l'incrédulité et la suspicion. « Ce sont bien vos enfants, monsieur ?» m'a-t-il demandé, et j'ai failli m'étrangler de rage tellement la réponse me paraissait évidente. « Oui, ce sont mes filles. Je peux vous montrer des photos, leurs papiers, tout ce que vous voulez. » ai-je insisté en sortant mon téléphone. « Mais la femme m'a coupé. Il aura de faux papiers. C'est ça qu'ils font. Ceux qui kidnappent des enfants. Ils créent de nouvelles identités. » Le vigile a levé la main pour calmer tout le monde. « Madame, la police va arriver. Laissez-les gérer. » Mais elle semblait déjà ailleurs, fixant Olivia, complètement effondrée. « Elle ne me reconnaît même pas, » murmurait-elle en larmes. « Vous lui avez fait oublier sa mère. » Mia criait, s'agrippant à moi, et j'avais juste envie de les serrer toutes les 2 dans mes bras et de fuir. Mais j'ai compris que cela ne ferait qu'ajouter au soupçon. Je suis resté planté là, le cœur au bord des lèvres, encerclé par un attroupement de clients qui filmèrent la scène avec leur portable. La police est arrivée en moins de 5 minutes. 2 agents qui ont rapidement pris les choses en main, nous séparant, elle du côté des fruits et légumes, moi près des caisses. Celui qui était resté avec moi paraissait dans la trentaine, coupe militaire, visage fermé. Il m'a demandé mes papiers, que je lui ai tendus d'une main tremblante. « Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ?» J'ai tout raconté. Le paquet de céréales, la femme qui me saute dessus, tous ces détails qu'elle semblait connaître alors qu'elle ne devrait rien savoir de nos filles. L'agent est resté impassible, notant tout sur son carnet. « Et ce sont bien vos filles biologiques ?» a-t-il enchaîné. « Oui !» ai-je répondu avant de m'arrêter, pris d'un doute. « En fait, c'est ma femme qui les a eues. J'ai finalisé l'adoption quand on s'est mariés il y a 4 ans. » Il a suspendu son écriture. « Donc, elles ne sont pas biologiquement vos filles ?» Sa manière de poser la question sonnait comme une mise en cause. « Non, mais je suis leur père légal. Tous les documents sont à la maison. » Il a hoché la tête, puis est allé s'entretenir avec son collègue, qui discutait avec la femme en pleurs. Au bout de quelques minutes, ils sont revenus vers moi. « Monsieur, cette dame affirme que vos enfants correspondent à la description de ses filles disparues il y a 3 ans.
lors de vacances dans une maison au bord d'un lac, dans le nord du Michigan, m'a expliqué gentiment le policier. Elle dit qu'elles n'ont jamais été retrouvées. J'ai senti ma gorge se dessécher. Impossible. Olivia est née il y a 4 ans, Mia il y a 6. J'étais censé être là aux 2 naissances. Mais au moment même où je l'affirmais, j'ai réalisé avec effroi que je n'étais pas dans la salle au moment des accouchements. Vanessa avait déjà eu ses filles quand je l'ai rencontrée, il y a 5 ans. Elle élevait Mia et Olivia seules, et c'est pour elles 3 que j'ai craqué dès le départ. Jamais je n'ai remis en question leur histoire. Pourquoi l'aurais-je fait? Pouvez-vous prouver que vous étiez présent lors des naissances? A insisté le deuxième agent. J'ai balbutié que j'avais bien les certificats de naissance à la maison, mais ma voix était presque inaudible. Le premier policier a échangé un regard entendu avec son collègue. « Monsieur, il va falloir que vous nous accompagniez au commissariat pour éclaircir tout ça. Nous devrons également contacter votre épouse et vérifier les documents. » Je n'étais pas officiellement en état d'arrestation, mais j'avais malgré tout la désagréable impression de l'être. L'un des policiers a pris mes clés de voiture en me précisant qu'un de leurs collègues ramènerait le véhicule au poste, pendant que l'autre sortait doucement Mia et Olivia du chariot. Les 2 filles se sont mises à hurler mon nom, paniquées. « Tout va bien, mes chéris », ai-je tenté de les rassurer, même si intérieurement j'étais complètement dévasté. On va juste discuter un peu avec les policiers pour clarifier la situation. Mia pleurait à chaudes larmes, les bras tendus vers moi, tandis qu'Olivia avait le visage rouge, bouleversé par ses sanglots. Une femme observait la scène, les larmes ruisselant sur ses joues, et dans ses yeux j'ai perçu quelque chose de glaçant. Elle croyait dur comme fer à ce qu'elle racontait. Ce n'était pas une inconnue déséquilibrée, elle était vraiment convaincue que ses enfants étaient tous les siens. Au commissariat, on m'a installé dans une salle d'interrogatoire imprégnée d'une odeur de café froid et de produits détergents. Les murs étaient d'un beige terne, avec un miroir sans teint dont je connaissais bien la fonction. Un des policiers m'a apporté un gobelet en carton rempli d'eau. L'autre passait des coups de fil. J'ai tenté d'appeler Vanessa, mais je suis directement tombé sur sa boîte vocale. J'ai laissé un message en essayant d'expliquer la situation, mais mes propos étaient confus, paniqués. Au bout d'une 20aine de minutes, une enquêtrice a fait son entrée. Un peu plus âgée, sans doute la 50aine, cheveux gris tirés en chignon strict, elle s'est présentée. Lieutenant Patricia Nguyen. Elle s'est installée en face de moi, un gros dossier sous le bras. « Monsieur Caldwell ?» a-t-elle commencé. J'ai eu un instant de doute, puis me suis souvenu que c'était bien mon nom depuis l'adoption. J'aurais besoin que vous m'expliquiez votre relation avec Vanessa et comment vous êtes devenu le père de ces 2 enfants. J'ai alors raconté ma première rencontre avec Vanessa, 5 ans plus tôt dans un café. Les filles étaient avec elle. Mia avait renversé du jus sur mon ordinateur. Vanessa avait tellement insisté pour payer les réparations qu'on avait fini par discuter 2 heures, les petites occupées à dessiner. Une semaine plus tard, on se revoyait, et 6 mois après, j'emménageais avec elle. On s'est mariés quand Olivia avait 1 an, Mia 3, et j'ai adopté officiellement les 2 filles juste après. La lieutenant Nguyen prenait soin de tout noter. « Et Vanessa vous a bien confirmé qu'elle était la maman biologique des 2 enfants ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je acquiescé. Elle m'a montré leurs actes de naissance. Tout était en règle. » L'enquêtrice a alors extrait une feuille de son dossier et l'a glissée devant moi, une déclaration de disparition remontant à 3 ans. 2 sœurs, âgées de 2 et 4 ans à l'époque, disparues d'une maison au bord d'un lac dans le Michigan. Leur mère, Elizabeth Carver, les avait portées disparues après leur disparition soudaine sur la plage. Malgré de longues recherches, aucune trace. On les avait supposées noyées. Les photos jointes au dossier m'ont fait trembler les mains. La plus grande arborait de longues couettes blondes, la petite, des boucles brunes. C'étaient les copies conformes de Mia et Olivia. Ça pourrait n'être qu'une coïncidence, ai-je murmuré sans conviction. Il y a beaucoup d'enfants blonds et de petites filles aux cheveux bruns bouclés. La lieutenant Nguyen a sorti une autre photo. Voilà, une tache de naissance sur la cheville gauche de l'aîné, a-t-elle poursuivi. Et ceci est un rapport médical concernant la cicatrice au-dessus du sourcil de la plus jeune, à la suite d'une chute. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Je ne m'étais jamais vraiment posé de questions sur ces marques. Vanessa avait toujours une explication toute prête. La tache de naissance, héréditaire. La cicatrice, elle s'était cognée contre un meuble. Des incidents banals d'enfants. Nous aimerions contacter votre femme, a enchaîné la lieutenant Nguyen. Pouvez-vous nous donner son numéro professionnel? J'ai donné son portable ainsi que celui du cabinet dentaire où elle travaillait comme assistante. Ils ont essayé les 2 mais sont tombés sur la messagerie à chaque fois. Nguyen m'a alors demandé notre adresse et je l'ai vu la noter, l'angoisse montant en moi. Nous allons envoyer des collègues à votre domicile, a-t-elle annoncé. Si Vanessa s'y trouve, ils lui demanderont de venir s'expliquer. Les 3 heures qui ont suivi ont été interminables. Je suis resté là, à siroter un café infect,
n'en finissant plus de repasser dans ma tête chaque échange avec Vanessa à propos des filles. Elle s'était toujours montrée évasive concernant leur naissance, prétextant qu'en parler lui rappelait une période difficile, où elle était seule et apeurée. J'avais respecté son silence, jamais insisté. Maintenant, je me demandais ce qui avait pu m'échapper. La lieutenant Nguyen a fini par revenir, le visage fermé. « Votre femme n'était pas à la maison », m'a-t-elle appris. Le logement était vide. Par contre, nous avons découvert certains éléments préoccupants. Elle a sorti son téléphone pour me montrer des photos. Notre chambre d'apparence ordinaire, sauf que tout le côté de Vanessa dans l'armoire était désert, et le plan de travail de la salle de bain soigneusement rangé. Son ordinateur avait disparu du bureau où elle travaillait habituellement. Tout laisse penser qu'elle est partie à la hâte, a-t-elle commenté en scrutant ma réaction. Probablement juste après votre départ ce matin-là. A-t-elle eu des comportements étranges récemment? Semblait-elle nerveuse, préoccupée? J'ai repensé aux semaines passées. Vanessa était plus réservée, accrochée à son téléphone, et elle avait vaguement évoqué l'idée d'un voyage prochain avec les filles, rien que toutes les trois. Sur le moment, j'avais interprété son attitude comme du stress lié au boulot. Mais maintenant, je prenais conscience qu'elle envisageait peut-être de fuir. Nous avons aussi trouvé autre chose, a poursuivi la lieutenant Nguyen, prenant place à nouveau et sortant un sac de preuves de son dossier. Dedans, un vieux journal daté de 3 ans, dont le titre sautait aux yeux. 2 sœurs portées disparues dans une maison au bord d'un lac, présumées noyées. Le papier était jauni, plusieurs fois plié et replié. Nous avons trouvé cet article caché dans une boîte rangée dans votre garage, sous de vieux dossiers d'impôts, m'a expliqué la lieutenante. Ma gorge s'est nouée. Vanessa avait conservé un article sur 2 enfants disparus, soigneusement dissimulés chez nous, alors que ces petites ressemblaient, trait pour trait, à nos filles disparues, peu après la naissance présumée d'Olivia. « Je veux voir mes filles », ai-je articulé d'une voix cassée. « Où sont-elles maintenant ?» Le visage de la lieutenant Nguyen s'était adouci. « Elles sont avec une spécialiste de la protection de l'enfance, dans une salle familiale. Elles sont en sécurité, bien entourées. Pourtant, elles ne demandèrent même plus après moi, pensais-je. Elles étaient sûrement terrifiées, perdues, sans comprendre pourquoi on les avait arrachées à leur père. Elizabeth Carver est ici aussi, poursuivit Nguyen. Elle se trouve dans une autre pièce avec une assistante sociale. Elle est très coopérative et a accepté de faire les tests ADN aussitôt. Des tests ADN. Voilà ce qui allait tout éclairer, d'une manière ou d'une autre. Si ces enfants étaient réellement celles d'Elizabeth, les résultats le montreraient. Si elles étaient vraiment les filles de Vanessa, comme je l'avais cru toutes ces années, ce serait prouvé aussi. Combien de temps pour avoir les résultats? Demandai-je. En urgence, on peut obtenir des résultats préliminaires sous 48 heures, répondit la lieutenante. La confirmation définitive prend environ 1 semaine. 2 jours à douter, 2 jours séparés de mes filles, à attendre que la science me blanchisse d'accusations de rapt. Un autre policier est passé à la porte, demandant à parler à la lieutenante dehors. Je suis resté seul, dans cette salle d'interrogatoire, les yeux fixés sur les affiches d'enfants disparus, cherchant le moindre détail différent entre elles et mes filles. La couleur des cheveux était la même, les traits aussi. Mais à cet âge, tant d'enfants se ressemblent. Non, cela ne prouvait rien. Quand Nguyen est revenue, elle tenait un ordinateur. Nous avons retrouvé les comptes de Vanessa sur les réseaux sociaux, annonça-t-elle en faisant pivoter l'écran vers moi. Regardez, s'affichèrent devant moi des clichés de Vanessa, vieux de 6 ans, des photos de vacances, de plats, de sourires éclatants à l'objectif, mais aucune photo d'elle enceinte, aucune image des filles nouveau-nées. Les premières photos de Mia et Olivia les montraient déjà toutes petites, sensiblement à l'âge qu'elles avaient quand Elizabeth Carver les a signalées disparues. Ça ne veut rien dire, protestai-je d'une voix tremblante. Vanessa était discrète sur sa grossesse. Publier sa vie privée, ce n'était pas son genre. Le détective ouvrit un autre onglet. Nous avons aussi consulté les registres de naissance. Aucune trace d'un accouchement de Vanessa à l'hôpital, pour aucun enfant. La pièce s'est glacée d'un coup. Quoi? Balbutiai-je. Accouchement à domicile, expliqua-t-elle. D'après les certificats de naissance fournis lors de l'adoption, les 2 filles seraient nées à la maison, assistées par une sage-femme. Nous essayons de la retrouver, mais le numéro donné n'est plus attribué, et l'adresse ne figure nulle part. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille menaçait de s'écrouler. Vanessa avait menti sur la naissance des filles, inventé une sage-femme. Même le vieil article sur des enfants disparus, caché chez nous, et maintenant, elle s'était volatilisée. D'un coup, on me confrontait à la vérité. Il faut que je puisse lui parler, soufflai-je, à bout. Il y a forcément une explication. Le regard de Nguyen mêlait la compassion à la fermeté. Nos équipes la recherchent activement. En attendant, nous aurons besoin de toute votre coopération dans l'enquête. On m'a prélevé un échantillon d'ADN sur place, un coton-tige dans la joue, avant de m'emmener dans une pièce où j'apercevais Mia et Olivia à travers une vitre. Les 2, assises à une petite table, dessinaient dans des cahiers de coloriage.
Une femme en tenue décontractée leur parlait doucement. Olivia pleurait encore, le visage rouge et tacheté, tandis que Mia, serrant sa veste violette, fixait la porte avec espoir. « Je peux aller les voir ?» demandai-je. Guyenne secoua la tête. « Pas avant que tout ne soit éclairci. Si ces enfants sont victimes d'un enlèvement, nous devons faire attention à leur état émotionnel et à leurs souvenirs. Ceux-ci planaient dans l'air comme un poison. Mes filles devenaient subitement des éléments à charge. Les enfants que j'avais aimés, élevés, couchés chaque soir, devenaient des étrangères qu'on m'interdisait d'approcher. Plus loin dans le couloir, j'apercevais Elizabeth Carver via une autre vitre. Assise avec une boîte de mouchoirs, elle parlait à quelqu'un hors de mon champ de vision. Même de loin, on sentait toute sa nervosité et sa peine. Et si l'ADN correspond, soufflait Jeanne Guyenne. Si les filles sont bien les enfants d'Elizabeth Carver, elles lui seront remises, et un mandat d'arrêt sera lancé contre Vanessa pour enlèvement, dit-elle précautionneuse. Soudain, tout vacilla sous mes pieds. Ma propre femme recherchée pour rapt d'enfants. Celle que j'avais épousée, avec qui j'avais construit une vie, aurait pu enlever 2 enfants et les faire passer pour les siens. Et moi, j'étais trop naïf, ou trop confiant, pour m'en apercevoir. Et moi, dans tout ça, j'encours quelque chose ? Le détective hésita, puis répondit « Cela dépendra des résultats de l'enquête. Si l'on prouve que vous n'étiez au courant de rien, vous serez sans doute blanchi. Mais si l'on découvre que vous saviez, ou avez détourné les yeux, des poursuites pourraient être engagées. » Je me suis laissé glisser contre le mur, les jambes lourdes. Il y a 2 jours, j'étais encore un père ordinaire parti faire les courses. Aujourd'hui, je pourrais bien être complice d'un enlèvement. Les filles que j'ai élevées risquèrent de partir avec une inconnue. Ma femme était devenue la cible de la police. Ce soir-là, on m'a finalement laissé rentrer, en me défendant de quitter la ville. Une voiture de police m'a escorté jusque chez moi, et j'ai aperçu les regards des voisins derrière les rideaux quand je suis arrivé dans l'allée. La porte d'entrée était restée déverrouillée depuis la perquisition du matin. À l'intérieur, ce n'était plus la même maison. Les affaires de Vanessa avaient disparu, laissant des vides partout. La chambre des filles était jonchée de jouets abandonnés là avant notre départ. Le petit éléphant en peluche de Mia trônait encore sur l'oreiller. Je me suis écroulé sur le canapé et j'ai tenté, une fois de plus, d'appeler Vanessa. Sa messagerie s'est déclenchée aussitôt. J'ai laissé un autre message, la voix brisée, la suppliant de me rappeler, de m'expliquer ce qui se passait. J'ai alors entrepris de fouiller la maison de fond en comble, déterminée à dénicher tout ce qu'elle aurait pu cacher. Tout au fond du placard, derrière un amas de vieilles boîtes à chaussures, je suis tombé sur une boîte métallique que je n'avais jamais vue auparavant. Elle n'était même pas fermée à clé. À l'intérieur, j'ai découvert des documents inconnus, un permis de conduire où la photo de Vanessa figurait, mais le nom était celui de Rebecca Sinclair, une carte de sécurité sociale au même nom et un passeport qui attestait d'un voyage de Vanessa dans le Michigan 3 ans plus tôt, précisément au moment où les filles d'Elizabeth Carver s'étaient volatilisées. J'étais tellement secoué que mes mains en tremblaient et j'ai laissé tomber le passeport par terre. Ce n'était plus seulement un enlèvement, Vanessa avait tout prémédité, elle s'était déplacée exprès, avait établi une fausse identité pour tout dissimuler. Dans la même boîte, j'ai trouvé un journal intime, simplement un vieux carnet à spirale comme on en trouve partout. Dès la première page, c'était son écriture. L'entrée remontait à 4 ans. Je ne peux pas avoir d'enfant. Les médecins me l'ont confirmé aujourd'hui, après la 3e fausse couche. Je suis brisé. Je ne serai jamais mère. À mesure que je tournais les pages, ma gorge se serrait. Le carnet débordait de sa détresse, de sa colère, de son impuissance face à la stérilité. Elle y racontait les douleurs du quotidien, croiser des femmes avec leurs bébés, perdre tout goût à la vie. Elle confiait aussi que son compagnon de l'époque l'avait quittée parce qu'elle ne lui donnait pas d'enfant. Puis, quelques mois avant l'enlèvement, le ton basculait. Soudain, Vanessa se mettait à évoquer d'autres solutions. Elle faisait des recherches sur les enfants disparus, recensait les affaires classées sans preuve de décès. C'est ainsi qu'elle était tombée sur l'histoire d'Elizabeth Carver et s'en était littéralement obsédée. « Ils sont quelque part », écrivait-elle. « Tout le monde pense qu'ils se sont noyés, mais si ce n'était pas vrai ? Et si je pouvais les retrouver et leur offrir une vie meilleure ?» Le journal décrivait dans les moindres détails sa préparation. Elle surveillait la maison de vacances au bord du lac, observait les habitudes d'Elizabeth, patientait jusqu'à trouver le moment où les 2 petites seraient seules sur la plage. Elle les avait abordées, leur avait proposé des bonbons. Elles étaient si jeunes, 2 et 4 ans, bien incapables de flairer le danger. Elle les avait amenées à sa voiture garée plus loin, puis s'était volatilisée avant que quelqu'un ne s'alarme de leur disparition. « Je suis leur mère maintenant », avait-elle écrit ce soir-là. « Elles sont à moi. Je leur donnerai tout ce qu'Elizabeth n'a pas su leur offrir. » J'ai balancé le carnet de rage et me suis laissé tomber au sol, écœuré. La femme dont j'avais partagé la vie était un monstre. Elle avait arraché ses enfants à leur mère et m'avait dupé en me faisant croire qu'ils étaient les nôtres.
3 longues années à jouer la comédie de la famille parfaite, alors qu'Elizabeth Carver, de son côté, pleurait ses filles perdues, se triturait la tête de remords pour avoir détourné les yeux un instant ce jour-là sur la plage. Quand le téléphone a sonné, j'ai sauté dessus, priant que ce soit Vanessa. Mais c'était le lieutenant Nguyen. « Nous avons retrouvé sa voiture », a-t-elle annoncé. « Elle a été laissée à une gare routière, à une centaine de kilomètres de chez vous. On examine les images de surveillance. » Vanessa avait pris la fuite, abandonnant sa voiture et montant dans un bus, sans doute muni de la fausse identité que je venais de découvrir. Elle avait même planifié une porte de sortie pour le cas où la vérité éclaterait. « Il y a autre chose », a poursuivi le lieutenant Nguyen. En interrogeant Elizabeth Carver, elle nous a révélé qu'une femme la surveillait au bord du lac, quelques jours avant la disparition des enfants. Elle avait signalé l'inconnu à la police, mais on lui avait répondu que ce devait être une simple vacancière. Elizabeth la décrivait comme une femme brune d'une trentaine d'années, le portrait craché de Vanessa à l'époque. Tous les faits s'imbriquaient, tout était vrai, d'un bout à l'autre. Ma femme avait ciblé une famille et enlevé leur fille, puis m'avait laissé vivre avec elle dans le mensonge, complice à mon insu. Les résultats ADN seront là sous 2 jours, a prévenu le lieutenant Nguyen. Mais, honnêtement, avec tout ce qu'on découvre, il va falloir vous préparer à ce que les analyses vont révéler. Ces petites, ce sont presque à coup sûr les enfants d'Elizabeth. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, paralysé, le regard vissé au plafond, à ressasser Mia qui venait me réclamer une histoire avant de dormir, ou le rire d'Olivia quand je la chatouillais. Ce sont mes souvenirs bien réels, mais bâtis sur un mensonge, sur un crime. À l'aube, mon téléphone débordait d'appels et de messages en tout genre. Ma mère voulait comprendre ce qui se passait, paniquée par ce qu'elle avait vu au journal télé. Mon frère prenait de mes nouvelles. Mes collègues du cabinet comptable m'envoyèrent des messages inquiets. J'ai ignoré tout le monde et suis allé droit au commissariat. Le lieutenant Nguyen m'attendait dans le hall, puis m'a accompagné dans une salle où Elizabeth Carver était déjà assise. De près, je voyais dans ses traits marquer le poids du deuil. Ses cernes, les rides profondes autour de la bouche, sûrement creusées par l'angoisse et la peine. Le regard qu'elle m'a lancé était chargé d'un mélange d'espoir, d'expectative et de suspicion. « Vous étiez au courant ?» a-t-elle demandé aussitôt, coupant court à toute introduction. « Vous saviez quelles étaient mes filles ?» Sa voix était cassée, éreintée par des nuits de larmes. « Non !» ai-je juré, submergé, la voix étranglée. Je vous promets que j'ignorais tout. Vanessa m'a annoncé qu'elle les avait eus. Je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Le visage d'Elizabeth s'est fermé, brisé. 3 ans que je cherche sans relâche, a-t-elle soufflé. Tout le monde m'a dit de tourner la page, qu'elles étaient certainement mortes. Mais moi, je n'ai jamais lâché. Une mère sent au fond d'elle quand ses enfants sont vivants. J'aurais voulu dire quelque chose pour l'apaiser, mais quels mots pouvaient convenir? Lui présenter des excuses pour avoir élevé ses enfants sans le savoir, les avoir bordés chaque soir alors qu'elle les pleurait de l'autre côté? Les résultats ADN tomberont demain, a indiqué le lieutenant Nguyen. On a accéléré la procédure au maximum. Dès que les analyses confirmeront, on enclenchera le processus pour que la famille soit réunie au plus vite. Aussitôt, Elizabeth a pâli, terrifiée. Et si elle ne se rappelle plus de moi? Elles étaient toutes petites quand on me les a prises. Le lieutenant Nguyen lui a adressé un regard plein d'empathie. On a toute une équipe de psychologues qui vous accompagnera pour vous soutenir tous dans cette transition. Ce sera dur, mais les enfants ont une incroyable capacité à s'adapter. S'adapter, ce mot me paraissait d'une cruauté insupportable. Surtout pour des petites filles qu'on avait arrachées, à qui on avait volé leur identité et qu'on s'apprêtait encore à séparer de l'unique père dont elles gardèrent le souvenir. Ce jour-là, on m'a autorisé à une visite surveillée avec les filles. Une assistante sociale les a conduites dans une salle pleine de jouets et de livres. Mia s'est jetée dans mes bras, enroulant ses bras autour de mes jambes. « Papa, je veux rentrer à la maison !» a-t-elle chuchoté d'une voix minuscule, tremblante d'inquiétude, et j'ai cru que mon cœur allait exploser. Olivia, plus en retrait, s'accrochait à l'assistante sociale, ses yeux rougis par les larmes, tenant son lapin en peluche contre elle. « On peut rentrer maintenant ?» a-t-elle demandé, pleine d'espoir. Je me suis accroupi à leur hauteur, pendant que l'assistante surveillait discrètement près de la porte. « Encore un peu de patience, mes chéris !» J'ai soufflé avec le plus de sérénité que je pouvais rassembler. « Les adultes doivent régler quelques affaires avant. » La lèvre de Mia s'est mise à trembler. « Elle est où, maman ?» a-t-elle lancé. La question m'a laissé sans voix, totalement désarmée. Que pouvais-je leur dire? Que celle qu'elles croyaient être leur mère les avait arrachées à leur vraie maman? Qu'elle était en fuite, maintenant recherchée par la police? Que toute leur vie était bâtie sur un mensonge? Maman a dû partir pour un moment, ai-je simplement répondu. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Plein de personnes veillent sur vous. Nous avons passé ensemble une demi-heure à empiler des cubes et à lire des histoires. Peu à peu, les filles se sont détendues, riaient,
quand je faisais des voix bizarres pour les personnages. Mais lorsque l'assistante sociale est revenue annoncer la fin de la visite, Mia s'est effondrée en larmes. « Ne nous laisse pas, papa. S'il te plaît, on veut rentrer !» suppliait-elle, cramponnée à moi de toutes ses forces. L'assistante sociale a dû décrocher ses mains de ma chemise alors que je restais là, les larmes coulant sur mes joues. Olivia, silencieuse, me fixait tandis qu'on m'emmenait. Son regard restera gravé en moi à jamais. Ce soir-là, un texto est arrivé d'un numéro inconnu. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Je voulais juste être mère. S'il te plaît, ne les laisse pas t'enlever les filles. Tu es le seul vrai père qu'elles aient connu. » C'était Vanessa. Je suis resté planté là, le message à la main, tremblant de rage. Désolé, elle avait brisé tant de vies pour assouvir son désir de maternité, et aujourd'hui elle me suppliait d'empêcher le retour de ses petites auprès de leur véritable famille. J'ai immédiatement transmis le message au lieutenant Nguyen, qui m'a rappelé moins d'une heure après. Le numéro est localisé, portable prépayé, acheté dans l'Ohio. Nos équipes sont déjà en route. Mais au fond de moi, je savais qu'ils ne la retrouveraient pas. Vanessa avait tout trop bien orchestré. Elle resterait introuvable tant qu'elle le pourrait. Le lendemain matin, le lieutenant Nguyen m'a appelé dès 7 heures. Les résultats ADN sont tombés, m'a-t-elle annoncé. C'est confirmé. Ce sont les filles biologiques d'Elizabeth Carver. J'avais beau m'y être préparé, l'entendre m'a coupé le souffle. Mia et Olivia n'avaient jamais été mes filles. Elles appartenaient à une femme que je n'avais vue que 2 jours auparavant, entre les rayons d'un supermarché. Elisabeth aimerait les voir aujourd'hui, a poursuivi le lieutenant. La psychologue recommande d'y aller en douceur, être d'abord tous ensemble, puis, petit à petit, avancer jusqu'à ce qu'Elisabeth puisse rentrer avec elle. Les laisser partir, loin de moi, loin de la seule vie qu'elle connaissait. J'aurais voulu hurler, mais rien dans cette histoire n'était juste. La rencontre a eu lieu dans un centre d'accueil lumineux, décoré de couleurs vives. D'abord, Mia et Olivia sont arrivées et se sont précipitées dans mes bras. On m'avait permis d'assister pour qu'elles se sentent rassurées. Elisabeth est entrée quelques minutes plus tard, accompagnée de la psychologue. Elle portait une robe jaune, tenait un sac rempli de jouets, ses mains tremblaient lorsqu'elle s'est arrêtée près de la porte pour regarder ses filles jouer, à distance. « Coucou Mia », a-t-elle soufflé. « Bonjour Olivia, tu te souviens de moi ?» Les filles ont levé la tête, l'air perdu. Mia s'est approchée de moi pour me demander tout bas « Qui c'est cette dame ?» La psychologue s'est penchée vers elle. « C'est Elisabeth. C'est quelqu'un de très important qui aimerait beaucoup faire votre connaissance. » Le visage d'Elisabeth ruisselait de larmes, mais elle tentait de sourire, assise en tailleur, et a sorti un dauphin en peluche de son sac. « Je t'ai apporté quelque chose, » a-t-elle dit à Olivia. « Tu adorais les dauphins. On était allés à l'aquarium, tu t'en es rappelé pendant des semaines. » Olivia fixait le dauphin sans le toucher. Mia m'a soufflé. « Papa, j'ai peur. J'aurais voulu les ramener avec moi, les serrer contre moi et m'enfuir loin de tout ça. Mais j'ai répondu, c'est normal d'avoir un peu peur. Cette dame est très gentille. Elle aimerait juste jouer avec vous. » La psychologue m'avait bien expliqué ce matin-là qu'il fallait encourager le lien avec Elisabeth, même si ça me brisait le cœur. Les 30 minutes qui ont suivi, Elisabeth a multiplié les tentatives pour se rapprocher des filles, mais celles-ci l'ont à peine regardée. Elle leur a montré des photos d'elle bébé sur son téléphone, sans réaction, puis a sorti leurs anciens jouets favoris, mais rien ne semblait raviver de souvenirs. À la fin de la séance, Elisabeth était à bout. « Elles ne me connaissent pas », a-t-elle murmuré à la psychologue alors que nous quittions la pièce. « Mes propres filles ignorent qui je suis. » Entre compassion pour sa peine et peur viscérale de perdre mes filles, je ne savais plus que penser. La psychologue a tenté de la rassurer. Il n'est pas rare que les enfants de moins de 5 ans n'aient aucun souvenir précis de leurs premières années. Leur mémoire s'efface, surtout après des années passées loin de leur entourage d'origine. Les filles d'Elisabeth étaient devenues Mia et Olivia, sans se rappeler avoir été d'autres enfants avant. Toute la semaine suivante, nous avons enchaîné les visites encadrées, jour après jour. Progressivement, les filles se sont ouvertes à Elisabeth, qui a découvert ce qui leur plaisait, ce qui les faisait rire, tout en gardant patience quand elle continuait de m'appeler papa et voulait rentrer à la maison. Lors de la 5e visite, Olivia, pour la première fois, a accepté que la main d'Elisabeth serre la sienne pendant qu'elles contemplaient ensemble les poissons de l'aquarium. Elisabeth s'est remise à pleurer et Olivia lui a posé la main sur le bras en lui murmurant « Ne vous inquiétez pas, madame, vous n'êtes pas obligée d'être triste. » La psychologue a noté que c'était déjà un vrai progrès. Pendant ce temps-là, la police n'avait toujours aucune trace de Vanessa. Elle s'était envolée, très probablement grâce aux faux papiers que j'avais mis au jour. L'inspecteur Nguyen m'a assuré qu'il gardait un œil sur ses proches et sur son entourage. Mais pour l'instant, rien du tout. Vanessa s'était, purement et simplement, volatilisée. Ma vie, elle aussi, prenait l'eau de toutes parts. L'affaire avait fait la une des journaux locaux,
et des journalistes ne quittaient plus le trottoir devant ma maison pour tenter d'obtenir une interview. Mon responsable au cabinet comptable m'a placé en congé administratif, le temps que tout ça s'éclaircisse. Mon frère appelait chaque jour, mais j'étais incapable de décrocher, ne sachant pas quoi lui dire. Même mes voisins, ceux qui avant me saluaient avec le sourire, détournaient à présent le regard en me croisant. Quelqu'un avait même tagué « voleur d'enfants » sur ma porte de garage. J'avais le sentiment d'être traité comme un criminel, alors que la justice m'avait blanchi de tout acte volontaire. Au 8e jour de visite sous supervision, la psychologue a annoncé qu'Elisabeth était prête à accueillir les filles pour une nuit complète. Déjà, ai-je lâché, la panique me submergeant. Elles ne la connaissent quasiment pas. La psychologue m'a adressé un regard plein de bienveillance. Plus on attend, plus la transition deviendra compliquée. Elisabeth a passé toutes les vérifications nécessaires. Elle leur a même aménagé une chambre. Nous organiserons la nuit avec la présence d'une assistante sociale. On verra comment ça se passe. J'ai eu droit à une dernière visite avant leur départ. Mia et Olivia, habillées de vêtements tout neufs qu'Elisabeth leur avait offerts, semblaient complètement perdues face à la situation. « On va où ?» a demandé Mia. « Ce soir, vous allez dormir chez Elisabeth », ai-je expliqué d'une voix étranglée. « Ce sera chouette, elle a plein de jouets. » Olivia s'est décomposée. « Mais je veux dormir à la maison, dans ma chambre. » J'ai cherché le regard de la psychologue, espérant qu'elle mette fin à tout ça, mais elle s'est contentée de m'encourager d'un petit signe. « Je sais, ma puce », ai-je dit en serrant Olivia contre moi. « Mais pour l'instant, tu dois rester un peu avec Elisabeth. Je te promets que tu es en sécurité. » Mia s'est effondrée à son tour. « Je veux pas y aller. Je veux que tu viennes aussi. » L'assistante sociale leur a doucement pris la main et les a guidés vers la porte où Elisabeth attendait. Les deux petites pleuraient en tendant les bras vers moi. « Papa, papa, s'il te plaît !» criait Mia. Je suis resté là, immobile, les larmes brouillant tout, alors qu'on les emmenait. La porte s'est refermée et j'entendais encore leurs pleurs résonner dans le couloir. Cette nuit-là a été la pire de toute ma vie. Je me suis retrouvé assis dans leur chambre, vide, entouré de leurs jouets, de leurs affaires, tout ce qui rappelait l'enfance que j'avais en partie créée. Une enfance bâtie sur des mensonges et des actes répréhensibles, mais une enfance réelle malgré tout. Vers 2h du matin, mon téléphone a sonné. C'était l'assistante sociale restée sur place avec Elisabeth. « Les filles ont énormément de mal », a-t-elle dit prudemment. « Elles sont en pleine crise. Elles ne cessent de vous réclamer. Elisabeth fait tout ce qu'elle peut, mais ça ne suffit pas. » J'entendais, en fond sonore, les cris de Mia qui répétait « Papa !» sans relâche. « Je peux leur parler ?» ai-je supplié. « Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure chose à faire », a hésité l'assistante sociale. Ça pourrait aggraver la séparation. Mais devant l'intensité des pleurs, j'ai entendu Elisabeth dire quelque chose d'incompréhensible. Puis l'assistante sociale est revenue à l'appareil. « Bon, d'accord, mais seulement très brièvement. Et il faut vraiment les encourager à rester avec Elisabeth. » Mia a pris le téléphone, sanglotant si fort qu'elle peinait à reprendre son souffle. « Papa, viens nous chercher. J'aime pas ici. Je veux rentrer à la maison. » Mon cœur se brisait. « Je sais que tu as peur, ma chérie. Mais Elisabeth prend bien soin de toi, non ? » « Je veux pas d'Elisabeth, » a gémi Mia. « Je veux toi et maman. Elle va revenir, maman ?» Là, j'ai senti tout mon être s'effondrer, incapable de trouver la moindre réponse. Vanessa avait disparu, sûrement pour de bon, et on m'éloignait de mes filles, alors que j'étais leur seul repère. « Il faut que tu sois courageuse, Mia, » ai-je murmuré, submergé par les larmes. « Courageuse pour moi et pour ta sœur. Tu crois que tu peux y arriver ?» Mia n'a fait qu'éclater en sanglots, et l'assistante sociale a repris le téléphone. « Il faut raccrocher », s'est-elle excusée. « Je suis désolé. Les filles sont restées 3 nuits chez Elisabeth. D'après les comptes rendus quotidiens, elles ont pleuré sans discontinuer la première nuit, presque autant la deuxième, et par moments la troisième. Elisabeth a été d'une grande patience, essayant tout pour les réconforter, mais elle restait une étrangère à leurs yeux. Ni jouet ni gentillesse ne pouvaient combler ce vide. Quand on m'a ramené les filles pour la visite suivante, elles paraissaient vidées. Mia a couru dans mes bras aussitôt, mais Olivia s'est arrêtée, perdue, à distance. « Vous avez passé un bon moment chez Elisabeth ?» ai-je demandé en forçant l'enthousiasme. Olivia a hoché la tête tout doucement. « Elle a un chiot », m'a dit-elle. « Un petit chien qui me lèche le visage. » J'ai senti mon cœur se serrer. C'est exactement ce qui ferait fondre une fillette de 3 ans. Elisabeth était maligne. Elle multipliait les attentions pour aider les petites à créer du lien. C'était sans doute ce qu'il fallait, mais j'avais le sentiment d'assister impuissant à leur éloignement, morceau après morceau. La psychologue m'a pris à part après la visite. Finalement, la première nuit s'est mieux terminée que prévu au bout de 3 jours, m'a-t-elle confié. Les filles commencent à trouver leur marque. Nous allons prolonger la prochaine visite à 5 nuits. 5 nuits sont vite devenues 1 semaine, puis 2. Et chaque fois qu'elles revenaient pour nos visites surveillées, je les sentais un peu plus à l'aise avec Elisabeth, et un peu moins accrochées à moi. Olivia a fini par l'appeler Lizzie, au lieu d'Elisabeth ou la dame. Mia m'apportait des dessins faits là-bas.
Un chien, une femme aux cheveux jaunes. Lizzie a dit que je pouvais donner un nom au chiot, m'a-t-elle annoncé, surexcitée. Je veux l'appeler Paillette. Je lui ai souri en lui disant que c'était un joli prénom, même si, au fond, j'avais l'impression que tout s'effondrait. Mes filles se forgeaient une nouvelle vie auprès de leur mère biologique, et moi, déjà, je n'étais plus qu'un souvenir. La détective Nguyen m'a appelé au bout de 6 semaines pendant lesquelles les filles étaient principalement installées chez Elisabeth. On a retrouvé Vanessa, m'a-t-elle dit, au Canada. Elle travaillait dans un restaurant sous un faux nom, mais quelqu'un a fini par la reconnaître grâce aux informations diffusées. Enfin, après tout ce temps, quand sera-t-elle extradée ? Ai-je demandé. Sûrement d'ici la semaine prochaine. Plusieurs chefs d'accusation l'attendaient. Enlèvement, mise en danger d'enfants, fraude. Elle risquait gros, de longues années derrière les barreaux. D'un côté, j'étais soulagé qu'enfin Vanessa doive rendre des comptes, mais de l'autre, je me sentais complètement vidé. La punir ne réparerait rien, ça ne ramènerait pas mes filles. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. J'ai dû y témoigner, dire tout ce que je savais, à quel moment je l'avais appris. L'avocate de Vanessa a tout fait pour me faire passer pour son complice. Mais les preuves que j'apportais, mon journal, les documents cachés, les messages, montraient très bien à quel point j'avais été manipulé. Durant mon témoignage, Vanessa n'a presque pas levé les yeux vers moi. Quand elle a pris la parole à la barre, elle a assuré qu'elle avait sauvé les filles d'une mère défaillante. Selon elle, Elisabeth aurait bu ce jour-là, au bord du lac, et c'est pour cela que les filles se seraient éloignées toutes seules. Vanessa s'était convaincue d'être intervenue en héroïne, mais le parquet a démonté son histoire point par point. Elisabeth n'avait pas bu une goutte, elle s'était juste tournée un instant pour prendre de la crème solaire, rien de plus. Vanessa les avait observés des jours durant, attendant le bon moment pour agir. Le jury l'a déclarée coupable sur l'ensemble des faits, et le juge lui a infligé 20 ans de prison. On l'a menée hors de la salle, et alors seulement, Vanessa m'a lancé un dernier regard. « Je les ai aimées », a-t-elle murmuré. « Je les aime, ces filles, plus que tout. Elles n'étaient pas à toi », ai-je répondu. Et c'est la dernière fois que je lui ai adressé la parole. Après cette affaire, Elisabeth a obtenu la garde exclusive, officiellement. Mes droits de visite ont été ramenés à 1 fois par mois, sous la surveillance d'un tiers. Selon la psychologue, c'était la meilleure solution pour que les filles se reconstruisent, qu'elles puissent s'attacher complètement à Elisabeth, sans être déstabilisées par la présence de 2 figures parentales. Je n'étais pas de cet avis, mais je n'avais aucune prise. Légalement, je n'étais rien pour elle, ni père biologique, ni même adoptif, puisque toute la démarche avait reposé sur de faux papiers. Administrativement, je n'existais plus. Les visites mensuelles sont vite devenues terribles. À chaque fois, je découvrais à quel point les filles s'acclimataient à leur nouvelle vie, à quel point je m'éloignais d'elles. Au bout de 6 mois, Olivia s'est mise à appeler Elisabeth « maman ». Mia, elle, continuait à dire « Lizzie », mais elle ne parlait que d'elle pendant nos visites. Lizzie nous a emmenés au zoo. Lizzie fait les meilleures crêpes. À chaque souvenir partagé, j'avais l'impression d'être rayé de leur histoire. Je me voyais remplacé, sans pouvoir rien faire. Mon psy a fini par me dire qu'il fallait accepter que, pour leur équilibre, le mieux était de les laisser avancer avec leur mère biologique, que s'accrocher à ma place risquait au contraire de les perturber. Mais comment faire le deuil de ces enfants ? Après 1 an à m'accrocher, Elisabeth est venue me parler avant un rendez-vous. J'y ai beaucoup réfléchi, m'a-t-elle soufflé, hésitante. Les filles vont bien, elles sont heureuses. Peut-être qu'il faudrait les laisser continuer sans interruption. J'ai senti mon cœur se serrer d'un coup. Tu veux qu'on arrête les visites ? Je crois que c'est mieux pour elles, vraiment, m'a-t-elle expliqué, et j'ai vu qu'elle ne le disait pas de gaieté de cœur. À chaque rencontre, ça les perturbe, elles hésitent sur qui est leurs parents. Mia, parfois, t'appelle encore papa, mais ça la trouble. J'ai regardé à travers la fenêtre, là où les filles jouaient, insouciantes, avec leurs cubes. Elles avaient l'air profondément heureuses, apaisées, vraiment à leur place. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je fini par répondre. Ce soir-là, je suis resté de longues heures assis dans leur ancienne chambre. Je n'avais jamais eu la force d'y toucher. Leurs peluches gisaient là, les livres rangés comme au premier jour, tout restait en l'état, exactement comme avant leur disparition. Mon psy répétait que ce n'était pas sain, qu'il fallait tourner la page, mais je n'y parvenais pas. 2 semaines plus tard, après avoir tourné la chose dans tous les sens, j'ai appelé Elisabeth. J'arrêtais les visites. « Je pense que tu prends la bonne décision », m'a-t-elle dit. « Je promets de leur parler de toi plus tard. Je leur dirai à quel point tu les aimais et comment tu as pris soin d'elles. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qui me restait. Notre dernière rencontre a eu lieu un samedi d'avril. Le printemps était éclatant. Tout semblait trop vivant, trop lumineux, comparé à ce que j'avais dans le cœur. Mia avait 6 ans, Olivia 4, elle me semblait déjà si grande. Nous avons profité à fond de l'heure autorisée à la ludothèque. J'ai essayé de retenir chaque image. Les cheveux en bataille de Mia lorsqu'elle courait, le rire d'Olivia sur la balançoire quand je la poussais. Au moment de partir,
Je me suis baissé pour les serrer contre moi une dernière fois. Je vous aime plus que tout, leur ai-je soufflé. N'oubliez jamais ça. Mia s'est blottie dans mes bras, hochant la tête. Nous aussi, on t'aime, papa. Olivia, qui commençait à m'appeler Nathan, m'a serré fort. Au revoir, Nathan. On se voit le mois prochain? On verra, ai-je menti, incapable de lui dire la vérité. Elisabeth est arrivée, les filles ont accouru vers elle tout en lui racontant leur jeu. Elle m'a lancé un regard où se mêlaient la compassion et la reconnaissance. Puis elles sont parties. Je suis resté seul, 1 heure durant, sur le parking, à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Mes filles vivaient, elles allaient bien, elles avaient retrouvé leur mère. C'était ce que la vie pouvait leur offrir de mieux, malgré tout. Mais rien n'adoucissait la violence de la perte. Pendant 3 ans, j'avais été là pour elles. Les genoux écorchés, les nuits difficiles, les premiers jours d'école, j'avais appris à Mia à faire du vélo, j'avais aidé Olivia à reconnaître ses couleurs. Tout cela était vrai, malgré le mensonge sur lequel tout reposait. Sur le chemin du retour, je suis passé devant ce supermarché où tout avait basculé. C'est là qu'une inconnue m'avait arrêté et accusé d'enlever des enfants. Ce jour-là, je l'avais prise pour une folle, persuadée qu'elle se trompait. Maintenant, je réalise qu'il arrive un moment où la vérité dépasse tout ce qu'on aurait pu craindre. Parfois, on bâtit toute sa vie sur un mensonge sans s'en rendre compte, et il suffit d'une inconnue dans un supermarché pour que tout vole en éclats. Depuis, ma maison résonne du manque des filles. Je m'étais fait au silence de ces derniers mois, même si ça restait une douleur sourde. Un jour, je me suis résolu à vider leur chambre, rangeant leurs jouets et leurs vêtements pour les donner, mais j'ai gardé une peluche de chacune, l'éléphant mauve de Mia et le lapin d'Olivia, bien en vue sur ma bibliothèque, histoire de les avoir un peu près de moi chaque jour. La vie, comme toujours, a repris son cours. Je suis retourné bosser, j'ai tenté de me refaire une réputation, puis j'ai déménagé dans un quartier où personne ne connaissait mon histoire. J'ai même recommencé à sortir avec des femmes, en disant la vérité dès le départ. Certaines ne voulaient pas porter ce poids, d'autres comprenaient que les drames frappent même les gens bien. 2 ans après notre dernière rencontre, j'ai reçu une lettre réexpédiée depuis mon ancienne adresse. C'était une écriture d'écolière, et mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Cher Nathan, maman a dit que je pouvais t'écrire. J'apprends à écrire en attaché à l'école maintenant. Je me souviens quand tu me lisais des histoires le soir. Est-ce que tu as toujours mon éléphant mauve? Il me manque. Bisous, Mia. Je me suis affalé sur le canapé, relisant la lettre encore et encore. Elle se souvenait de moi après tout ce temps. J'ai répondu aussitôt, lui disant que oui, j'avais toujours son éléphant et que je l'avais bien gardé pour elle. Je lui ai parlé de mon nouveau boulot, de mon appartement, et je lui ai demandé des nouvelles de l'école, du chiot Sparkles, des livres qu'elle lisait en ce moment. Elisabeth avait tenu parole, elle leur avait parlé de moi, et Mia avait trouvé d'elle-même le chemin vers moi, preuve qu'elle ne m'oubliait pas, même après toutes ces années. On a recommencé à s'écrire, pas très souvent, tous les quelques mois, mais assez pour préserver ce fil entre nous. Parfois Olivia se joignait à elle, ses lettres étaient plantées plus brèves, un peu bâclées, mais tout aussi précieuses à mes yeux. Elles me racontaient leur quotidien avec Elisabeth, et moi je leur ouvrais le mien. Ce n'était pas le lien dont j'avais rêvé avec mes filles, mais c'était déjà beaucoup. 3 ans après cette fameuse dernière visite, Elisabeth m'a appelé sans prévenir. « Les filles parlent souvent de toi en ce moment », m'a-t-elle lancé. Surtout Mia. Elle aimerait savoir si tu accepterais de déjeuner avec nous un de ces jours. Sans chichi, juste un repas tranquille. Mon cœur s'est emballé. Tu es sérieuse? Ça me trotte dans la tête depuis un moment, a confié Elisabeth. Tu as été un vrai père pendant ces années-là. Ce que Vanessa a fait était atroce, mais tu les as sincèrement aimés. Je pense qu'on a eu tort de t'effacer complètement. On s'est donc retrouvés dans une brasserie, un samedi après-midi. Les filles avaient 9 et 7 ans, et elles m'ont paru comme transformées. Mia a foncé vers moi pour me serrer dans ses bras. Nathan, tu as changé avec la barbe. Olivia, elle, a préféré garder ses distances au début, mais a fini par accepter que je la prenne dans mes bras. On a partagé des burgers, des frites et 1000 anecdotes. L'école, les copines, le chiot qui apparemment faisait maintenant la taille d'un poney. Elles m'ont montré les photos sur le portable d'Elisabeth. Anniversaire, vacances, tout un tas de moments que j'avais ratés. Voir tout ce que j'avais perdu faisait mal, mais c'était aussi une chance de pouvoir faire, ne serait-ce qu'un petit peu, partie de leur vie à nouveau. Tu te souviens quand je t'ai appris à faire du vélo? Ai-je demandé à Mia. Elle a eu un grand sourire. Oui, tu courais derrière moi en tenant la selle et, quand tu as lâché, je suis tombé et je me suis éraflé le genou. Mais tu es remontée direct, ai-je dit. Tu as été super courageuse. Elisabeth nous regardait, une expression indéchiffrable sur le visage, sans doute en pleine hésitation. Mais quand Olivia s'est lancée, enthousiaste, pour me raconter son gala de danse, j'ai vu le visage d'Elisabeth s'adoucir. Peut-être a-t-elle compris alors qu'il y avait assez de place dans le cœur des filles pour plusieurs personnes.
Après ça, on a commencé à se voir une fois par mois, puis tous les 15 jours. Les filles me racontèrent leur vie, je leur confiais la mienne. Ce n'était plus la même chose qu'avant, mais c'était une façon de ne pas disparaître tout à fait de leur histoire. Un après-midi, Mia m'a posé la question que je redoutais. Tu aurais préféré que Vanessa ne nous enlève jamais? J'ai choisi mes mots. J'aurais voulu que vous ne soyez jamais séparés de votre maman. Ce qui s'est passé était grave, et ça a fait souffrir tout le monde. Mais je ne peux pas regretter d'avoir eu la chance de vous connaître et de vous aimer pendant ces années, même si tout s'est construit sur quelque chose d'affreux. Mia a hoché la tête. Lizzie, enfin, maman, dit pareil. Elle est contente qu'on soit revenu, mais elle sait que ces années avec toi, c'était réel aussi. Ce fut pour moi une grâce que je ne croyais pas mériter. Elisabeth aurait pu me rejeter, me voir uniquement comme le complice du drame qu'elle avait traversé. Mais elle a choisi de laisser les filles garder ce lien, comprenant que c'était mieux pour elle. Pour les 10 ans de Mia, Elisabeth m'a invité à l'anniversaire. J'ai failli refuser, je craignais d'être de trop au milieu de leurs amis, de la famille d'Elisabeth. Mais Mia avait insisté pour que je sois là. C'était dans le jardin d'Elisabeth. Des guirlandes, des jeux, une douzaine d'enfants partout. Les parents d'Elisabeth étaient présents, visiblement gênés en me voyant. Mais Elisabeth m'a juste présenté. Voici Nathan. Il compte beaucoup pour Mia et Olivia. J'ai filé un coup de main pour les jeux, servi le gâteau, un peu à ma place, un peu hors du coup. Au moment d'ouvrir les cadeaux, Mia a gardé le mien pour la fin. C'était l'éléphant mauve que j'avais gardé toutes ces années, lavé, rafistolé. Ses yeux se sont embués en le découvrant. « Tu l'as gardé » a-t-elle soufflé. « Je t'avais promis » ai-je répondu. Elle a serré la peluche contre elle, puis elle s'est jetée dans mes bras. J'ai entendu la mère d'Elisabeth chuchoter sèchement à son mari, mais Elisabeth a posé une main sur le bras de sa mère en secouant la tête. Sur le chemin du retour, ce soir-là, j'ai ressenti une forme de paix que je n'avais plus connue depuis des années. Tout restait compliqué, douloureux même. Mais au moins, les filles étaient à l'abri, entourées d'amour, conscientes de toute leur histoire, le beau comme le difficile. Et contre toute attente, j'avais encore une place auprès d'elles. Vanessa avait encore 15 ans de prison devant elle. Désormais, les filles savaient ce qu'elle avait fait. Elisabeth leur avait expliqué, avec des mots choisis pour leur jeune âge, comment quelqu'un les avait enlevées lorsqu'elles étaient petites et les avait séparées de leur vraie mère. Elles savaient que je n'étais au courant de rien, que moi aussi j'avais été trompé. Parfois, je me demandais si Vanessa pensait à nous dans sa cellule, si elle regrettait ses choix, ou si elle croyait encore avoir sauvé les filles de quelque chose. Je ne le saurais jamais, car je n'ai jamais voulu lui reparler. Mon psy me répétait que j'avais fait des progrès impressionnants pour surmonter mon traumatisme. J'avais perdu mes filles, découvert que ma femme était une criminelle, vu ma vie entière exposée et disséquée par des inconnus. Mais j'étais toujours là. Mieux encore, j'avais réussi à garder un lien avec les filles, un lien qui nous allait à tous. 5 ans après ce fameux jour au supermarché, j'assistais à la remise des diplômes de Mia, au collège. Elle a prononcé un discours bouleversant sur la famille et la capacité à tenir bon. « La famille, ce n'est jamais vraiment simple », a-t-elle déclaré d'une voix claire dans le micro. Parfois c'est compliqué, ça part un peu dans tous les sens, mais au final, ce qui compte, c'est que ceux qui vous aiment soient là, surtout quand tout va de travers. Elle m'a lancé un regard qui ne laissait place à aucun doute en disant ces mots, et j'ai senti les larmes monter sans pouvoir les retenir. Elisabeth, assise juste à côté de moi, m'a pris la main en douceur. « Merci d'avoir été là », a-t-elle soufflé, même quand tout semblait impossible. Après la fête, on a pris des photos tous ensemble. Moi, Elisabeth, les filles, et même Sparkles, le chien, que les filles tenaient absolument à emmener. Sur les photos, on avait franchement l'air d'une famille très particulière, mais finalement, c'était bien ce que nous étions. Pas une famille dictée par le sang ou la loi, mais par cette histoire hors du commun et par un amour plus fort que toutes les tempêtes. Olivia, qui avait maintenant 11 ans et vivait cette phase un peu gênante où tout change, a fixé la photo sur le téléphone d'Elisabeth. « On a l'air bizarre », a-t-elle lancé, mais du genre de bizarre qui met de bonne humeur. Le meilleur des bizarres, a approuvé Mia. En retournant vers le parking, Olivia a discrètement glissé sa main dans la mienne. Un geste simple mais plein de sens. Bien sûr, leur histoire resterait toujours compliquée. Elles avaient été enlevées, élevées dans le mensonge, privées de leur mère biologique, séparées du seul père qu'elles connaissaient, puis aimées profondément par plusieurs adultes qui, chacun à leur façon, avaient commis des erreurs ou avaient été blessés, mais qui étaient restés là coûte que coûte. « Nathan », a demandé Olivia pendant qu'on approchait de la voiture. « Oui, ma puce, tu viendras à mon spectacle de danse le mois prochain ? Pour rien au monde, je ne raterai ça, ai-je répondu, et je le pensais du fond du cœur. Elisabeth a proposé qu'on aille tous manger une glace pour fêter ça, et les filles ont sauté de joie. J'ai pris ma voiture et je les ai suivies jusqu'à la crèmerie, reconnaissant pour cette deuxième chance, pleine d'imperfections, de chaos et de beauté. L'inconnu du supermarché avait eu raison ce jour-là.
J'avais élevé des enfants qui n'étaient pas les miens, mais son histoire n'était qu'une partie du tableau, bien plus complexe que ce qu'elle aurait pu imaginer. J'avais perdu mes filles, mais j'avais su rester dans leur vie. Elisabeth avait retrouvé les siennes, même si elles étaient différentes désormais. Les filles, elles, avaient perdu des années avec leur vraie mère, mais gagné 2 personnes qui les avaient aimées sincèrement, même s'ils s'étaient retrouvés mêlés malgré eux à une tragédie. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner pour découvrir la prochaine.